this month. Let's go. Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Luc Dillier, créateur de la cave du Décarré. Donc, vous imaginez bien que si on parle d'une cave, c'est qu'on va parler de vin, mais on va s'intéresser surtout à son parcours. Donc, Luc, bienvenue et merci d'être venu aujourd'hui, d'avoir pris ce temps pour cette interview. Merci à toi. Pour que les gens comprennent un petit peu le parcours, parce que finalement, c'est ça l'idée du podcast. Où est-ce que tu as grandi? Parce que c'est ma première question que je pose tout le temps, comme ça on met bien les gens dans le contexte. Du coup, où est-ce que tu as grandi? Puis finalement, quelles sont les étapes? Parce que tu as quand même, avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, il y a quand même un panel d'expériences et de vécus qui sont très intéressantes. Donc du coup, où est-ce que tu as grandi? Alors moi, j'ai grandi au bord du lac de Neuchâtel, à Estavayer-le-Lac. C'est là où j'ai vécu la plus grande partie de mon enfance, jusqu'à mes 16-17 ans, comme ça, avant de m'exiler un petit peu aux quatre coins de la Suisse, avant de partir... entre autres à Zurich, Thun et finalement en Valais, pour revenir ensuite maintenant à Fribourg. Donc voilà, j'ai pas mal voyagé quand même. Donc du coup, par rapport à ta scolarité et à tes premières années, c'était à Estavayer. Et on est très vite parti sur j'ai fait telle ville, mais il y a une raison pour laquelle tu as fait toutes ces villes. Et du coup, c'est là où on va s'intéresser à déjà ce premier aspect de toi au niveau mindset, parce qu'on en a parlé en off. Et j'ai trouvé déjà très intéressant cette visualisation que tu as des événements. Mais du coup, quand tu as fait tes études, qu'est-ce qui a fait que tu doives partir d'Estavayer? Alors que j'étais à Estavayer, j'ai toujours bien aimé l'eau. Au bord d'un lac, c'est presque normal. Et puis, je faisais un peu du sauvetage comme ça pour rigoler, hein, vraiment. Et puis, j'ai toujours aimé me dire, voilà, quel est l'aspect compétition dans la natation. Donc, je suis parti dans un club à Payerne pour découvrir ça. Puis plus ça évoluait avec les contacts que j'avais d'un ami très proche de notre famille qui a été au JO en 88, et je me suis dit, moi aussi j'aimerais aller aux Jeux. Et du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Je me suis dit, en discutant avec lui, il m'a dit, voilà, tu peux aller à Zurich ou Uster, là où j'ai nagé. C'était un club, vraiment un gros club. Hein. Il y avait Dominique Maestri qui nageait là-bas, qui a été 8e au JO en 2008. Enfin, vraiment des nageurs d'expérience. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était la meilleure solution, c'était de partir là-bas. Et du coup, après mon cycle d'orientation, j'ai décidé de partir à Uster pour vivre cette expérience d'un gros club, finalement. Parce que quand tu as commencé la natation, tu avais quel âge? Où je devais avoir, je sais pas, peut-être 8-9 ans. Et quand tu es parti à Zurich, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. Ok, donc tu as quand même fait passablement d'années de natation à Payerne. À Payerne, j'ai dû faire 3-4 ans avant de partir. Donc à 13-14 ans, c'est là où tu as été à Payerne, parce que c'était le gap au-dessus. C'était l'aspect vraiment nager plus compétition. Donc vraiment, ensuite on s'entraînait 3 fois par semaine à Payerne, peut-être presque 4 fois, avant de pouvoir partir à Zurich. Et là, on s'entraîne entre 10 et 11 fois par semaine. C'est autre chose. Et du coup, tu pars à Zurich avec cette idée de... Tu es à Payerne, tu aimes nager, mais par contre, tu m'expliquais qu'entre Payerne et Zurich, le gap, c'est, si on prend l'exemple pour ceux qui sont footeux, c'est tu joues en 3e ligue et tu vas en Liga. C'est un gap qui est très très grand et c'est pas quelque chose qui t'a freiné ou qui t'a fait peur. Non, ça me faisait pas peur. C'est vrai que le gap était énorme. Hein. Il y avait presque peu de comparatifs, hein. Mais ça me faisait pas peur parce que la pire chose qui pouvait arriver, c'était de pas réussir. Et la meilleure qui pouvait arriver, c'était de réussir à se faire une place et puis rester. Et dans cet objectif-là, ou dans cette vision-là, au pire, c'est l'échec et t'apprends. Et du coup, je me suis dit, il faut le faire. Parce que si tu n'essayes pas, tu ne sauras jamais si ça fonctionne ou pas. Et maintenant, je peux avoir un regard un peu tendre et puis toujours un petit peu, quand j'ai des coups de mou, ça me remet des petits coups de boost de me dire, voilà, ça tu l'as fait. Donc, d'avoir réussi ça, finalement, ça me motive à d'autres choses maintenant dans ma vie actuelle. Et du coup, tu m'expliquais, tu pars là-bas, tu passes de faire 3-4 entraînements à 10-12 par semaine. Quand tu arrives dans ce nouveau lieu de compétition et que tu vois qu'autour de toi, tu as des athlètes, de vrais athlètes de natation, c'est quoi ton ressenti quand tu arrives le premier jour? Déjà, je me souviens, je suis arrivé en retard au premier entraînement. Là, je me suis senti vraiment mal parce que tu arrives dans une grosse structure qui est quand même professionnelle. Hein. Il y avait 3 ou 4 coachs pro, hein, vraiment payés que pour ça. Et tu t'arrives déjà en retard, tu te dis, quelle galère. Et puis après,
Au fur et à mesure, ben, sans a priori, c'est des gens comme toi et moi, on y va, on est là pour s'entraîner. Tu prends la température, gentiment t'avances. Ceux qui sont au-dessus du lot, de toute façon, ils se disent oh, t'as l'air gentil, donc ils sont pleins de conseils. Ceux qui sont un peu moins bons ou un peu pour la structure, ils te voient plus potentiellement comme quelqu'un qui, qu'est-ce qu'il fout là? Il a rien à faire là, et puis au fur et à mesure, bah, c'est à toi de faire ta place, tes preuves, puis de montrer qu'effectivement, tu vas te faire une place, et puis tu vas rester, et puis que tu vas être un concurrent sérieux pour des places sur des relais ou pour des championnats suisses des clubs. Oui, parce que on voit, les coachs, ils vont pas changer leur méthodologie, ils vont continuer à faire les entraînements comme ils le font. Le but, c'est pas de te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, ils voient le potentiel ou pas, puis ils se disent, bon, lui, s'il croche, peut-être, mais s'il croche pas, ben, on va garder finalement, parce que le but, c'est toujours de garder les meilleurs, forcément. On va chercher le meilleur individu pour essayer de créer la meilleure équipe possible. Et t'as ressenti que t'avais rien à faire là quand t'es arrivé? Je m'étais préparé à ça. Je me suis dit que j'allais avoir rien à faire là, ou même que je n'avais rien à faire là, mais que c'était la détermination, vraiment, c'était le mindset, détermination, et leur montrer que, gardez-moi, on va probablement réussir à faire quelque chose ensemble. Et puis, voilà. Et puis après, si j'avais pas réussi enfin, si j'avais pris une place sur une ligne à quelqu'un et que j'avais rien à faire là, dans tous les cas, ils m'auraient dit, écoute, là, ça va pas assez bien. Ils m'auraient descendu dans un autre groupe, ils appelaient ça natation sportive, je crois, où ils avaient 3 entraînements par semaine. Enfin, vraiment, là, c'était plus tranquille comme natation. Et puis, ils m'auraient viré du groupe élite, quoi. Mhm. Dans le groupe élite, quand tu es arrivé, tu m'expliquais que tu étais celui qui était le moins rapide à ton arrivée. C'est pas difficile quand tu arrives et que tu te dis tout le monde va plus vite que moi. Et quand je parle de tout le monde, c'est femmes et hommes confondus. Oui, alors ça, j'ai toujours été le plus lent, hein, vraiment. Même quand je m'entraînais dans d'autres structures où enfin, quand je suis parti de Zurich et que je suis retourné à Fribourg pour mon CFC, euh, j'étais pas non plus le plus rapide à l'entraînement, ou pas le plus lent, mais quand même pas le plus rapide. Et ça, je sais que ça a toujours été moi, parce que je suis un sprinter, hein, donc, ou j'étais un sprinter quand je nageais. Et c'était, pour moi, quand on me disait ouais, j'ai 4-5 kills, je savais que ça allait être mon enfer, quoi. Et il y avait un autre collègue qui était aussi sprinter, Martin Schweitzer. Lui, il était aussi derrière, un peu plus devant que moi, mais quand même pas tout devant. Et ça, c'est un peu une vie de sprinter, quoi. Et du coup, tu t'y fais, et puis tu sais que si en compétition t'arrives et puis que tu fais des temps qui sont cohérents et qui valent la peine d'être faits, alors c'est finalement l'entraînement, tu le vis bien, quoi. Parce que on est d'accord que tu sois dernier en faisant un entraînement de 4,5 km, ça n'a pas finalement d'impact, ça ne va pas déterminer ta vitesse aux 50 mètres si tu es un sprinter. Parce que 4,5 km, comme tu dis, ce n'est pas du tout la même chose. Après, ça dépend de l'intensité que tu mets. Toi, si tu fais 4,5 km dans la piscine en 4 heures de temps, ben, tu n'auras pas eu la même intensité, tes muscles, tu n'auras pas autant entraîné que si tu avais été plus intense. Mm-hmm. Et ça reste important. Donc, il y avait quand même des entraînements dans la saison où bah, je sais pas, j'avais comme un second souffle, où le phénix renaissait de ses cendres. Et puis là, je finissais devant tout le monde, vraiment avec des temps où même les coachs ils disaient ah, là, il s'est passé quelque chose, tiens, il s'est réveillé l'autre. Et puis ça, c'était vraiment génial, parce que je savais que des fois, il fallait vraiment mettre les gaz, et puis j'arrivais à le faire aussi. Parce que des fois, il y a des jours où tu veux mettre les gaz dans l'eau, mais ça fonctionne pas. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et après, quand tu commences donc du coup, tu commences à t'entraîner, tu commences à améliorer tes chronos, tu commences à prendre un peu plus on va dire, tu commences à finir un peu plus vite que les autres et à prendre plus de place, etc. Comment ça s'est passé après? Ouais, j'avais eu une discussion avec un de mes coachs, et je lui avais dit, écoute, tu penses que je vais réussir à me qualifier pour les championnats suisses, qui était l'objectif de mon année? Puis pour dire à quel point je savais rien, je n'étais pas au courant qu'il y avait 4 championnats suisses ou 3 championnats suisses élites dans la saison. Puis il me dit, oh, les championnats suisses, c'est dans 8 semaines. Donc tu viens d'arriver, ça fait 2 semaines que tu es là, tu me parles des Suisses, ça va être un peu compliqué, quoi. Et puis j'ai dit, là j'ai parlé, il s'est dit que il veut se qualifier pour les Suisses après 8 semaines. Donc là, je me suis dit, bah, mets-toi une pile et puis avance, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, bah, là, il faut lui reprouver que tu vas réussir à te qualifier. Et puis, ça s'est finalement fait. C'est un week-end de compétition qui était extrêmement bizarre,
où je me suis fait disqualifier 3 fois dans la même journée. Enfin, vraiment très, 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 très bizarre comme journée. Mais sur ma dernière course où je devais me qualifier, j'ai fait le temps et j'ai pu aller au championnat suisse. Et ça, c'était incroyable. C'était vraiment un feeling incroyable quoi, d'y arriver. Ça, c'était la première étape finalement qui était géniale. Quoi. Parce que quand tu arrives et que tu, sans savoir le délai, le temps, et quand tu dis, ouais, mais c'est dans 8 semaines, c'est juste pas possible que tu y arrives. Bon, tu y es arrivé, mais comment on arrive en 8 semaines à atteindre un tel niveau? C'est par rapport à tous ces entraînements que tu disais? Mais je pense que l'entraînement, ça a joué un grand rôle. Hein. Et puis après, c'est aussi, encore une fois, une détermination. La natation, je crois qu'il y a des nageurs talentueux, j'en ai connu, mais un nageur talentueux qui ne s'entraîne pas, tu as beau avoir tout le talent que tu veux, je sais pas, c'est vraiment différent du foot, hein, à mon avis, ou du hockey, où si tu as un certain talent, tu sais jouer avec tes pieds, tes mains, tu vas réussir à faire quelque chose, même si tu es un petit peu flemmard. En natation, si tu es flemmard, T'es dernier. T'es dernier. Et du coup, tu te qualifies. Et en te qualifiant, parce que ça, c'était ton premier objectif, mais c'était ton objectif de l'année. Tu t'es dit, je vais me qualifier pour les championnats suisses. Mais tu te qualifies après 8 semaines. Donc, du coup, c'est quoi la suite toi, tu dois changer d'objectif. Là, sinon, tu n'avances plus. Après, je me souviens, quand on est revenu des championnats suisses au Tessin, j'ai vu le coach du groupe A et puis je lui ai dit, ouais, maintenant, l'objectif pour le mois de mars, c'est se qualifier sur 50, 100 et 200. Et je me souviens, il a eu un petit sourire en rigolant, un petit peu malsain comme ça, mais il aimait bien. Et tu te dis, ouais, tu crois que je vais pas y arriver. Je lui avais dit comme ça, tu crois que je vais pas y arriver en fait. Et après, il a rigolé et puis il est parti. Et puis maintenant, avec le recul, je me dis, je sais pas s'il croyait que j'allais arriver encore plus loin que ça, en se disant, mais comme tu as l'air tellement bizarre comme gars, probablement que tu vas encore réussir à faire mieux. Peut-être que c'était ça son petit sourire, mais finalement je me suis quand même qualifié sur 50, 100 et 200 pour aller à Genève. Et puis après ça a continué. Et puis à Genève, il y a eu après la discussion de dire, maintenant le meilleur brasseur, il y avait une place en Ligue B, qui était à pourvoir pour nager les championnats suisses des clubs finalement. Puis les coachs ils m'ont dit, écoute, c'est assez facile. Si tu bats lui sur 50, 100 et 200, c'est toi le brasseur de Ligue B pour nous. Et du coup, tu te mets une pile et puis tu vas. Et puis du coup, après, tu prends la place. Parce que du coup, là, tu avais ou le crawl ou brasseur, ou tu n'avais que brasseur? Alors, à l'entraînement, tu fais toujours du catenage. Hein, donc, tu fais malheureusement du dos, du pape, de temps en temps un peu, papillon, donc dauphin, et de la brasse et du crawl. Donc, c'est vraiment mix. Et puis après, tu as des séries qui sont spécialité 1 ou spécialité 2. Et puis là, tu peux, suivant tes spécialités, tu t'entraînes. Quoi. Et toi, les tiennes, c'était? J'étais spécialiste brasse, du coup, et spécialité 2, crawl. Okay. Le dos, je ne sais pas nager. Donc, du coup, la brasse, ton objectif, c'était de te développer là-dedans, dans la brasse? Oui, c'était... Le crawl, j'en faisais pour avoir ce côté rythme. Et puis, j'aimais bien, hein, sur les 50 et les 100 crawl, tu peux vivre des sacrées émotions aussi. Mais c'est vrai que la brasse, elle avait quand même quelque chose de tellement particulier. Les gens ont l'impression que la brasse, c'est la nage la plus facile. Hein, et tout le monde voit le papillon comme la nage la plus compliquée. Mais je pense que la brasse reste la nage, celle qui te demande d'être le plus gros bourrin possible. Et quand même une pointe de finesse pour pouvoir avancer. Parce que tu luttes vraiment là contre les mouvements contraires qui te font reculer, en fait. Et du coup, comme tu disais, tu as fait la compétition et tu bats ton adversaire sur 50, 100 et 200. Mm-hmm. Oui, j'ai pas fait les meilleurs temps du club, hein, parce qu'il y en a des qui avaient Martin Schweitzer, encore une fois, il avait fait le titre et encore sur d'autres choses. Et du coup, mais moi, les temps que je devais faire, j'avais fait un bon week-end de compétition et du coup, j'avais finalement gagné ma place pour être là, quoi. Et du coup, la suite? Et la suite, ça a été... après, là, on est au mois de mars, hein, quand on est sur cette première saison. La suite, c'était les championnats suisses d'été, où là, tu te dis, peut-être que sur les finales juniors, peut-être quelque chose à aller chercher, quoi. Peut-être, gentiment, tu observes qui va être sur ces finales juniors, puis tu te dis, OK, peut-être aller chercher une médaille du championnat suisse maintenant. Et c'était le gros travail. Je crois que j'y ai pas énormément pensé pour la fin de la saison. Mais plus ça avançait, plus tu te dis que c'est quelque chose qui est palpable, plus tu te dis que c'est quelque chose qui est finalement envisageable. Quand tu fais ça, tu as quel âge là, à cette période-là? Là, j'avais toujours 17, donc j'arrivais sur les 18 ans.
t'arrives déjà à 18 ans à te dire, est-ce que je vais faire de la compétition ma vie ou est-ce que je passe sur un CFC en gardant le côté compétition? Parce que avec le nombre d'entraînements que tu as, associer ça à un CFC, ça doit quand même être complexe. Alors, vivre de la natation, c'est impossible, hein. Malgré le fait qu'on aille autant d'entraînement que d'autres sports professionnels, voire peut-être même plus, hein, c'est impossible d'en vivre. Il y a quelques nageurs qui arrivent à en vivre, hein. Je pense maintenant à Noé Ponty, qui nage aussi à Ouster, maintenant, il arrive à en vivre. D'autres bons nageurs, Jérémy Desplanches, je pense qu'il arrive à en vivre aussi. Mais tu vas pas réussir à... Ça va te faire survivre, hein, mais tu vas pas réussir quand tu arrêtes ta carrière de nageur, à avoir assez d'argent de côté pour terminer. Ouais, c'est pas comme le football, quoi. Non, c'est pas possible. Et du coup, pour moi, c'était clair que la natation, c'était un hobby, malgré qu'il prenait beaucoup de temps. Et que c'était toujours l'objectif, le besoin de faire un CFC. D'accord. Et du coup, tu pars dans quoi dans le CFC? Du coup, j'ai eu beaucoup de réflexions. Je voulais faire un CFC confiseur, comme mes parents. Et puis, pour diverses raisons, je suis pas parti dans cette voie, entre autres la natation, parce que les horaires n'étaient pas favorables. Mhm. Et du coup, j'ai dit, le plus simple, c'est de faire un CFC employé de commerce. Et puis, du coup, j'ai choisi la voie employé de commerce. Ouais. Ce qui t'a permis de dégager du temps pour maintenir le niveau d'entraînement que tu avais dans la natation. Alors, je m'entraînais... Les coachs auraient voulu que je reste à Ouster à ce moment-là. Ils m'ont dit, tu trouves un CFC, puis maintenant tu restes. Et j'ai dit, si tu m'en trouves un volontiers, je reste, hein, c'est pas la question. Mais on l'a pas trouvé. Et puis, du coup, je suis allé à Fribourg, là, pour ça. Et du coup, à Fribourg, je m'entraînais que le soir, après. Mais c'était quand même... c'était des grosses journées, quand même. Hein, ça restait bien intense. Mhm. Et puis, c'était... voilà. Parce que si tu serais resté à Zurich avec l'apprentissage, tu aurais quand même pu que t'entraîner le soir. Donc, à Zurich, ils sont bien plus développés, hein, que sur le canton de Fribourg pour ça. Je pense que j'aurais pu avoir des aménagements pour m'entraîner le matin. Ok. Peut-être qu'ils m'auraient dit, tu fais ton CFC sur 4 ans. Mais je pense qu'il y aurait eu possibilité avec l'école. C'était pas le plus compliqué, je pense. D'accord. Et du coup, quand tu bats, finalement, on revient au fait que tu es battu et que tu voulais être qualifié par la suite. C'est quoi les compétitions à laquelle tu participes après? Et c'est quoi le niveau que tu veux atteindre par la suite? Parce que là, on te prend en Ligue B, comme tu disais. Et tu fais quoi après? Après, finalement, ça a été avec le club, on est parti à des meetings en Belgique, on a fait des meetings à Genève, il y a les meetings compétition internationale de Genève, où il y a vraiment là, il y a vraiment du niveau très sérieux qui vient, des gens qui tournent au JO, qui tournent sur vraiment des grosses compétitions. Et puis à Ouster aussi, il y a un gros meeting qui s'appelle l'IMU, l'International Meeting de Ouster. Et là, ça, c'est des meetings auxquels j'ai pu participer. Et c'est incroyable quand tu vois qu'il y a champion olympique de 200 mètres brasse qui est là, et puis que tu le vois nager, tu te dis, OK, le gap, là, encore une fois, il est énorme entre ton niveau, ou même le niveau des meilleurs nageurs suisses, et de son niveau, quoi. C'était assez impressionnant. Ouais. Et tu arrives du coup à te qualifier? C'est quoi les compétitions que tu suis Ouais, alors par la suite? Après, j'avais un peu en tête ou l'espoir ou l'objectif, je sais pas comment est-ce qu'on peut le formuler, de me qualifier pour les championnats d'Europe. Une fois, je me suis dit ça pourrait être joli. Et puis finalement, le parcours a fait que j'ai pas réussi à aller jusqu'au championnat d'Europe, mais voilà, c'est sans regret, vraiment, définitivement sans regret. Le fait que tu ne continues pas dans la natation, enfin que tu puisses pas te qualifier, que tu continues pas dans la natation, tu fais ton CFC en parallèle, donc tu fais natation en CFC. La natation, tu vois que tu n'arrives pas à atteindre les objectifs ou l'envie que tu t'étais fixé. Et une fois que tu as fini ton CFC, du coup, tu te dis bien, il faut que je bosse, quoi. Je peux pas, déjà, on ne vit pas de la natation déjà en temps normal, mais du coup, il faut que je bosse. Et tu pars dans quoi une fois que tu as fini ton CFC? Alors, tout le parcours du CFC, première, deuxième et troisième, j'avais toujours l'objectif de retourner à Ouster. J'avais discuté avec le club, c'était clair, je faisais ma formation, et puis ensuite, je retournais au club pour m'entraîner. Et puis, avec mes parents, ça a été mes meilleurs sponsors, et c'est toujours mes meilleurs sponsors, non, maintenant un peu moins, mais ça a été mes meilleurs sponsors pendant que je nageais. Et puis, ça a été le jour où j'ai ma formation, c'est un mois de subvenir aux besoins pour que je puisse nager. Et quand je suis retourné à Ouster, j'ai cherché du travail, ce qui s'est avéré plus compliqué que prévu. Et puis, je voulais voir à quel point est-ce que j'avais envie de ça. Et j'ai dit, voilà, une fois, on m'a mis de l'argent sur un compte, et puis on a dit, cet argent-là, il te servira pour un projet que tu as, ou pour acheter un appartement, une voiture, ou je sais pas quoi. Et moi, j'ai dit, voilà, mon projet, c'est le sport. Et du coup, j'ai tout mis, vraiment tout mis. Et puis après, avec mes parents, on avait dit, s'il n'y a plus d'argent, j'arrête et je rentre.
Et du coup, au bout d'un moment, on avait dit 2000, ça fait décembre 2016. Mes parents ont dit, ben, j'ai plus d'argent, donc il faut que je retourne. On a quand même discuté pour que je puisse terminer justement sur l'international meeting de Worcester, qui était quand même un super meeting pour terminer cette carrière de sport. Et puis après, ben, je suis rentré à Estavayer. Et puis après, ben, je me suis mis dans d'autres choses en tête, comme aller faire mon armée, qui était aussi, entre parenthèses, à ce moment-là. Mhm. Pas trop déçu? Sans regret. Le parcours que j'ai eu, il est, pour moi, maintenant, incroyable. Enfin, j'ai discuté avec des amis maintenant qui sont allés au jeu et tout. Puis quand j'aurais raconté ce que j'avais fait, ils m'ont dit, mais c'est fou. Et je suis d'accord. Enfin, je peux être que d'accord avec Oui, ça. bah oui. C'est fou, je veux dire. Moi, enfin, on n'avait pas cru en moi au début. Et puis après, tu te fais ta place, tu avances. Et puis tu arrives à être vice-champion suisse individuel, vice-champion suisse de Ligue B. J'ai nagé dans le meilleur club de Suisse. Je serais terriblement triste si j'avais des regrets à ce moment-là. C'est pas quelque chose que tu avais envisagé au tout début quand tu t'étais lancé. Par contre, le fait de l'avoir atteint, même si tu n'en as pas fait carrière au JO, mais le fait de l'avoir atteint, c'est déjà pour toi quelque chose que tu te dis, waouh, je suis arrivé bah voilà, où j'avais pas pensé pouvoir arriver finalement. Ouais, j'ai pété tous les plafonds de verre là. Hein. Il y a à peu près, ouais, je pense que rares sont les jeunes qui peuvent avoir ça et puis ou cette chance-là aussi, hein, parce qu'il faut aussi avoir un peu de chance, je pense. Mais je pourrais jamais regretter. Je peux juste être heureux. Et puis maintenant, rien que d'en reparler, ça date quand même bientôt 10 ans que j'ai arrêté. Et j'ai toujours, enfin, je me dis, ouais, c'est bon, on l'a fait, quoi. C'était cool, quoi. Enfin, c'était vraiment, c'est super. Et puis ça me donne aussi des fois, ouais, quand j'ai plus des périodes de doute ou comme ça, tu te replonges un petit peu là-dedans. Et puis tu te dis, non, mais arrête de douter. Maintenant, il faut se faire un peu confiance. Il faut y aller. Pas parce que certains disent que tu vas échouer, que tu vas forcément échouer. Et enfin, tu sais que tu es capable de faire des choses quand même. Et ça, c'est pour moi, c'est fort. En tout cas, cette mentalité que tu as développée sur ces années de natation, bah, c'est clair que ça peut être que bénéfique pour la suite par rapport à des projets que tu peux lancer ou autres. D'ailleurs, c'est ce qui nous amène. Donc, tu pars à l'armée, tu fais ton armée, Ouais. et quand tu reviens de l'armée, CFC en poche, la natation, c'est fini. Tu as fait ton armée, tu reviens, tu repars de zéro. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, j'aime beaucoup manger. Hein, et puis quand je nageais, je pense que j'étais à 5000 calories par jour à peu près, hein, pour ce que je devais manger. En camp d'entraînement, je pense qu'on était plus à 6 000 à 7 000. Donc, enfin, je mangeais toute la journée. Puis, je rassure tout le monde, je mangeais pas que des légumes. Hein. Fallait des choses qui nourrissent, quoi. et puis après, en revenant, ben, je me dis, ben, il faut manger, il faut faire quelque chose. Et puis, la nourriture, c'était toujours ça que j'avais en tête, quoi. Et du coup, je me suis dit, ben, Sion, en agroalimentaire, ça peut être intéressant. Mon papa est dans le monde de l'agroalimentaire aussi, donc je trouvais ça passionnant. Je me disais, ben voilà, développer des recettes ou développer des choses comme ça peut vraiment m'intéresser. Alors du coup, j'ai décidé de faire la maturité. Je ne l'avais pas. Et pour toujours cet objectif d'aller à Sion, j'avais discuté avec une personne que je connais très bien, qui est aussi dans ce monde agroalimentaire, et puis elle me disait, mais oui, c'est génial, mais ton papa est déjà dedans. T'es vraiment sûr que tu veux vraiment faire de l'agroalimentaire parce que enfin, vous, les gars, vous êtes tout le temps la même chose, la compétition. Enfin, et j'étais là, ouais, mais bon, ça permet quand même de mesurer pour voir est-ce que j'arrive à faire aussi bien que papa ou pas. Puis il m'a dit, ouais, peut-être tu vas faire autre chose. Mais je dis, bah, ok, bah, on va regarder. Et du coup, bah, une fois que j'avais terminé la maturité, j'ai cherché un stage pour rentrer justement à Sion. Et puis, ben, quand tu cherches les stages, ben, le C arrive très vite dans l'alphabet, et puis les caves également. Et du coup, j'ai postulé au Cavorsa à Martigny, et là, ils m'ont engagé. Et puis, je me souviens, c'était monsieur Christian Salamin qui m'avait engagé, et il m'avait dit mais est-ce que tu es sûr que le vin va t'intéresser? Cette question, je lui ai dit je ne sais pas, mais en tout cas, je vais m'intéresser à ça, et je vais apprendre à connaître. Donc, oui, je viens. Puis, en fait, au fur et à mesure que le temps a passé, cette période des vendanges, je suis pas mal allé en cave. Et puis, j'ai découvert ce monde-là. Et je me suis dit, mais c'est fou, c'est quoi ça?
j'ai jamais vu ça, c'est incroyable, le processus de fermentation. Et puis, plus ça avançait, plus j'ai eu des difficultés aussi personnelles à côté. Je me suis dit, ok, période de changement dans ta vie, c'est peut-être le signe qu'il faut tout changer. Et là, j'ai dit, bon, ok, on va pas à Sion, on va aller à Changin. Et du coup, changement de direction, pas à 90 degrés, mais en tout cas, un bon virage. Et puis après, j'ai refait une année de stage, du coup, pour ensuite intégrer l'école d'œnologie de Changin. Parce que là, quand tu dis ils m'ont engagé, tu avais fait un stage avant? Ou ils t'ont engagé comme ça sans... Ils m'ont engagé comme stagiaire. Ah, comme stagiaire. Du coup, tu fais ton stage. Mhm. Effectivement, c'est une question légitime parce que quand tu pars dans l'agroalimentaire, on part pas forcément avec l'idée d'aller dans le vin. Du coup, c'est quelque chose qui, à la base, ne t'avait pas intéressé et c'était légitime de se dire, mais est-ce que ça va vraiment te plaire? Mais après, c'est vrai que je pense qu'une fois que tu es dans un milieu où tu commences à avoir de l'intérêt et que tu commences à découvrir un monde qui commence à te plaire, bah, ça devient passionnel. Et du coup, bah, une fois que tu as mis le nez dedans, j'ai envie de dire, bah, en tout cas à ton niveau, c'est quelque chose qui t'a beaucoup, beaucoup plu et qui est devenu vraiment très insistant dans ta vie de tous les jours, ce qui a fait que tu prennes ce virage. Et quand tu prends ce virage et que tu pars là-bas, du coup, il t'engage pour une année de stage, t'as dit. Et dans cette année de stage, c'était quoi l'idée pour toi? C'était de développer des compétences, c'était d'amener à développer dans cette société leur daily business, j'ai envie de dire, parce qu'à aucun moment on parle de quand tu rentres dans ce milieu que tu vas toi ouvrir ta cave. On est d'accord que quand tu arrives, c'est pas avec cette idée-là que tu arrives. Je suis pas arrivé avec cette idée-là. D'abord, quand je suis arrivé au Cavorsa, c'était vraiment pour rentrer à Sion, hein, d'abord. Hein. Donc là, j'avais plein de choses qui étaient attenant à l'agroalimentaire, entre autres le système HACCP qu'ils avaient en place, toutes ces choses-là. Et puis, c'était vraiment découverte, finalement, pour moi. Et puis, plus ça avançait, plus je me disais que le vin était intéressant. Et du coup, à la fin de la première année de stage que j'ai fait, j'ai dû en refaire une, en fait. D'accord. Si tu veux. Donc j'ai dû faire 2 années de stage pour aller à Changin. Et du coup, c'est cette deuxième année de stage où là, vraiment, c'était apprendre finalement toutes les bases attrait à l'œnologie et à la viticulture. Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui m'a plu? Ah, les vendanges. Je crois que les vendanges, c'est la période la plus intense. C'est la période où tu travailles de 8h à 10h, dans des journées où tu te dis c'est normal, et tu ne vas pas le temps passer, tu te dis on a un produit, une matière première qui est arrivée, on la transforme, et puis il y a tellement de choses qui se passent, il y a les odeurs, il y a les dégustations, tu sens les goûts qui changent, et puis l'intensité de travail, encore une fois, c'était génial, quoi. C'est vrai que je suis pas dans certaines choses, je suis pas le plus grand féru de travail. Enfin, je veux dire, si je suis à la maison, j'aime bien les Netflix and chill aussi, mais que tu es en cave, surtout à cette période des vendanges, c'est très intense. C'est ça qui est... Dans cette année-là de stage, dans cette deuxième année de stage, quand tu commences à développer et à t'intéresser encore plus en détail de comment est fait cette transformation entre le raisin, le vin, etc., du coup, ça change un petit peu l'avenir que tu avais dessiné ou la visualisation que tu t'étais faite de ton parcours pro. C'est que là, tu bifurques totalement sur autre chose. Et après cette deuxième année de stage, tu te dis quoi? Je me dis, on part pour quelque chose de totalement nouveau, quelque chose d'inattendu. Si je pensais terminer un jour dans ce monde de l'œnologie et de la viticulture, j'aurais dit, mais impossible. Et puis, au fur et à mesure, je me dis que ça va être un super parcours, ça va être plein de nouveaux challenges, ça va être... voilà, je pense que c'est aussi ce côté un petit peu inconscient aussi, de pas trop se poser de questions et puis de dire, si ça t'intéresse, il faut le faire. Quand tu finis ta deuxième année, du coup, tu te dis, il faut que je suive une formation alors. Donc, ça, c'était, du coup, quand j'ai fait le deuxième stage, c'était clair que ça, c'était pour rentrer à Changin, qui est une HES, comme Sion finalement, mais spécialisée œnologie et viti. Donc, tu pars sur cette formation et tu l'as finie? Et je l'ai fini l'année passée, en 2024. Félicitations. Merci. Donc, du coup, tu fais cette formation et dans ta tête, une fois que tu fais cette formation, qu'est-ce que tu te dis? Parce que
j'aime toujours me mettre à la place des gens pour essayer de comprendre. Et je me dis, bah, si je fais cette formation, la finalité, c'est que je puisse être, bah, finalement, rester en tant qu'employé chez la personne qui est en train de m'engager aujourd'hui, puis finalement amener mon expertise, mon expérience, les acquis durant la formation, etc., pour continuer à travailler là, mais pas forcément de créer un vin ou d'avoir une vigne, parce que c'est quand même deux mondes totalement différents. Un, je suis salarié, un, je suis indépendant. Et c'est quand même deux choses différentes. Quand tu finis ta formation, tu te mets quoi ou pendant la formation, parce que peut-être cette idée est venue pendant ton parcours de formation. Qu'est-ce que tu te dis par la suite, du coup? Alors, pendant la formation, en fait, on a eu l'opportunité de reprendre une vigne avec mon papa, 500 mètres carrés, donc une petite vigne, mais qui peut être un laboratoire très sympathique. Et avec mon papa, on discute, et puis on se dit, bah, d'abord, sans trop se poser de questions, je lui dis, écoute, ça t'intéresserait, tu rachètes la vigne, ça lui fera plaisir. Pas- et puis après, on crée un vin dessus, et puis on développe quelque chose. Puis il dit, écoute, j'aime pas trop ce cépage, mais ouais, pourquoi pas? Puis après, au fur et à mesure qu'on discute, moi, je lui dis, mais viens, on peut faire un super projet, on crée un truc dessus. Puis après, finalement, il a dit, ok, on y va, on fait. Et puis après, on a repris les contacts pour reprendre cette parcelle. Puis au fur et à mesure, en fait, plus ça a avancé, plus on s'est rendu compte qu'il fallait faire des choses. Au début, on a dit, bon, on va faire du petit verre d'eau, qui est le cépage qu'on travaille maintenant. Et puis, en avançant gentiment, ben, on est arrivé à se dire, ben, il faudrait qu'on ait une étiquette, il faudrait qu'on choisisse une bouteille. Et puis, ben, au fur et à mesure, ben, il y a toujours des choses qui se rajoutent, et puis que le projet commence à avoir une taille toujours petite, mais qui peut être une bonne base si un jour on reprend une cave de façon sérieuse. Parce que quand tu as fini ta formation, ou même pendant ta formation, là, il y a eu cette opportunité de prendre ces vignes. Et toi, pour toi, c'était, une fois qu'il y a eu cette opportunité, c'est de te dire, ben, finalement, on va mettre quelque chose en place par rapport à l'acquis que j'ai maintenant, que je peux finalement mettre en pratique. Et le cépage qui était sur cette parcelle, c'était déjà du verre d'eau? C'était déjà du petit verre d'eau, oui. Ok. Et c'était vraiment, c'est un cépage qui est très intéressant parce qu'il est peu connu. C'est un cépage de Bordeaux, hein, il l'utilise dans les assemblages entre 2 et 3%. Des fois, ils en mettent un peu plus, ils sont à 5-6, mais rarement au-delà. Et puis, moi, je trouvais ça très intéressant parce que c'est un cépage qui est très coloré, qui est très puissant. Hein, et du coup, c'est un cépage qui va bien en fût. Et ouais, ça, c'était déjà dessus. Et du coup, on a continué avec ça. D'accord. Et pourquoi partir là-dessus, puis pas partir sur ce qui se fait déjà beaucoup dans le Valais? Alors, parce que pour moi, il y avait aussi l'optique de se dire, ben, si tu rentres avec un fendant ou quelque chose ou du pinot noir ou du gamay, tout le monde fait quasiment ces cépages-là. Et puis, si tu rentres directement en concurrence avec tout le monde, avec des cépages comme ça, et avec du petit verre d'eau, ben, finalement, très peu de monde en fait. Il y en a très peu de disponibles. Donc, finalement, il y a des gens qui sont curieux et qui aiment le vin, bon, se disent, et c'est ce qui se passe actuellement, on connaît pas, on va goûter, on prend, et puis au fur et à mesure, ben, visiblement, ils aiment bien, et ça, c'est super. Par rapport à cette parcelle de vigne que vous avez, c'est toujours la même que celle que vous avez eue au tout début? C'est 500 mètres carrés? Oui. L'idée est de continuer à s'agrandir ou déjà de se faire connaître par rapport à ce cépage-là? Alors là, alors si tu veux, le processus d'agrandissement, il est toujours là, hein, parce que j'ai quand même en tête de pouvoir, une fois avoir ma cave, hein, c'est quand même mon objectif. Maintenant, ça devient mon objectif, malgré le fait que je travaille pour quelqu'un à côté, hein, mais je le vois aussi comme un objectif d'acquérir de l'expérience. Et puis, si le processus de reprendre une cave ne se fait jamais, ben voilà, c'est une super place, c'est un super vigneron, donc c'est quelque chose qui reste une option. Mais dans le petit verre d'eau, pour l'instant, c'est ça. Et puis chaque fût qu'on a, voilà, c'est là où je voulais en venir, pardon. Le petit verre d'eau, on a chaque année un fût qu'on achète parce qu'on le fait en fût neuf. Ça, c'est aussi le challenge pour pas que ça marque trop sur le bois, hein, parce que plus le fût est neuf, plus il va donner un côté boisé au vin. Et chaque fût qu'on a, ben, on le garde et puis on remet du nouveau vin ou un autre vin dedans. Puis du coup, comme ça, on peut s'agrandir un petit peu chaque année. Donc c'est un agrandissement qui est léger, mais finalement, ça fait toujours un peu plus de vin à vendre. Et du coup, le challenge, chaque année, grandit un petit peu. Et puis pour l'instant, c'est comme ça qu'on s'agrandit.
Combien de bouteilles vous arrivez à produire? Alors pour l'instant, avec le petit verre d'eau, on fait environ 350, 400 bouteilles. Et puis avec les autres fûts qu'on a, on arrive à environ 1300, 1400 bouteilles, je pense, cette année. Je me mets à la place de la personne qui est potentiellement à ta place ou qui est en train d'arriver à ta place, comment tu arrives à faire connaître ta marque finalement? Parce que vous avez dit, vous avez choisi la bouteille, vous avez choisi le design, vous avez produit, vous avez mis en bouteille, mais on ne connaît pas ton vin. Donc comment vous avez fait? Ah, je pense que c'est le vin qui a été le plus teasé, je pense, à Changin pendant les 3 ans de formation. Tous mes potes de cours en ont entendu parler pendant 3 ans. Et aussi toutes les personnes qu'on rencontrait, on parlait, on disait, ah, on fait du petit verre d'eau, et puis est-ce que ça vous intéresse? Qu'est-ce que tu en penses? Et puis finalement, plus ça grandissait, plus on en parlait. Alors ça reste pour l'instant dans un cercle assez restreint, hein, parce que c'est les gens avec qui on a un contact. Mais c'est finalement, au bout d'un moment, quand on a dit, bah, maintenant on le vend, les gens ils ont dit, ah, enfin, donc on peut t'en commander. Et puis là, la réponse était oui, vous pouvez en commander, mais c'est encore en fût, donc il faudra encore attendre une année. Et du coup, les gens ont précommandé, et puis bah, en fait, on a le millésime 22, on a tout vendu sur précommande, et puis ça fait que maintenant on n'a plus une bouteille. Et le millésime 23 qu'on va mettre en bouteille en mi-avril, normalement, il est aussi également déjà tout vendu depuis 2 mois maintenant. C'est incroyable. Ouais, ça c'est super. C'est quand même, mais encore une fois, c'est incroyable. C'est quand même quelque chose que tu n'anticipes pas, tu vois, parce que j'imagine que la plus grande difficulté, une fois que tu produis ton vin, que tu le mets en bouteille, c'est de le vendre. Et puis vous avez des précommandes avant de le mettre en bouteille et puis de le vendre. C'est quand même incroyable. Oui, Alors le bouche à oreille a bien fonctionné. ça a bien fonctionné, ouais. C'est vrai que c'est super cool et c'est une chance, c'est une chance de fou. Après, faut aussi relativiser, hein, tu vois, on a que 400 bouteilles de petits verres d'eau, hein, donc c'est pas beaucoup. Si on avait 40 000 bouteilles par année à vendre, ce serait pas la même histoire. Et ça, c'est aussi par rapport à la taille qui fait que c'est, entre guillemets, facile de vendre ces 400 bouteilles. Et du coup, il faut pas non plus rentrer dans une, dans une hype trop intense parce que c'est que 400 bouteilles. Et ça, c'est jamais trop haut, jamais trop bas, hein, mais c'est juste savoir que effectivement, pour l'instant, ce qu'on a fait, ça a fonctionné. Continuer dans cette direction-là, et puis garder le cap, et puis premièrement faire des vins de qualité. Et ça, c'est. Puis peut-être que si un jour on arrive à avoir une cave, alors que d'avoir eu de la bonne pub avec ce petit verre d'eau et les autres vins qu'on a à côté, ça pourrait être que bénéfique. J'aime bien ce côté où tu gardes les pieds sur terre parce qu'on aurait tendance à se dire, ben, je produis, tout est déjà vendu, j'ai même des produits que je ne peux pas vendre parce que je n'ai pas, parce qu'il y a des gens qui demandent, donc tu sais que tu as une marge de progression encore, mais tu gardes quand même les pieds sur terre de te dire, non, non, peu à peu, on verra. Mais par contre, quels sont les moyens de te développer pour agrandir ces ventes, hormis, comme tu disais, bah, avoir une cave pour améliorer encore, mais est-ce que tu te vois encore acheter des parcelles pour pouvoir planter ou qu'il y ait déjà du petit verre d'eau dessus? Ça, ce serait, si on avait l'option de racheter du petit verre d'eau, je pense qu'on le ferait, effectivement, parce que c'est un cépage que moi j'adore et qui est vraiment super à travailler. Et qu'effectivement, quand on a de la demande, ça peut être que intéressant de continuer à en faire. Mais après, le moyen de se développer, je pense qu'il ne faut pas non plus en avoir trop de petits verres d'eau, parce que ça pourrait être après problématique, hein. Mais il y a quand même cet aspect de pouvoir après ben voilà, faire du cornalin, de la syrah, des cépages qui sont intéressants. Et puis après, ben, pour se développer, je pense qu'il faut aller faire des foires, il faut aller faire quelques marchés, des choses comme ça. Et je pense que c'est là qu'on peut qu'on peut continuer à grandir. Et puis après, peut-être aussi un coup de bol du destin qui va nous faire, que je ne connais pas actuellement, mais tout d'un coup qui va nous faire que ça fonctionne bien. Tu disais, avoir trop de petits verres d'eau, ça peut être dangereux. Pourquoi? Parce que je pense que, bah, tu vois, si tout d'un coup on a tellement, enfin, si on faisait 10 hectares de petits verres d'eau, alors ce serait compliqué de tout vendre parce que voilà, les gens sont. Je pense qu'il y a aussi une partie des gens plus traditionnels ou qui veulent pas forcément découvrir, qui vont dire ah, du petit verre d'eau, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du gamay. Et du coup, là, je pense qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais travailler sur des cépages qui sont quand même un peu diversifiés. Et comme on Valais, il y a la chance d'avoir beaucoup de cépages différents, je serais aussi assez d'avis de mettre en avant d'autres cépages qui sont plus méconnus euh, pour encore continuer à attiser la curiosité des gens. Du coup, ça te ferait avoir
différentes gammes de produits dans ta cave. C'est-à-dire que tu aurais du Gamay, du Pinot Noir, du petit verre d'eau, selon l'agrandissement. Exactement. Alors, peut-être Pinot Noir en Valais, je ne suis pas le plus grand fan. Moi, je mettrais plus en avant dans les cépages blancs, par exemple, du Compléter ou un Lafnetcha. Lafnetcha, qui est un cépage ancestral du Valais. Et le Compléter, plus du côté des grisons, mais on peut faire des super choses avec ça. Et puis sur les rouges, ben voilà, travailler sur des choses qui sont bien connues, comme la Syrah, du Cornalin, de l'Humaine rouge, des cépages ouais, qui sont vraiment sympas. Le Pinot Noir, je trouve qu'il est... En Suisse, on a la chance d'avoir une grande diversité de climats et de sols. Et typiquement, pour le Pinot Noir, se plaît bien mieux à Zurich, Schaffhouse, Neuchâtel, même Genève ou les Grisons, par exemple. Et en Valais, on doit faire ce qui fonctionne. Dans les ventes que vous avez, tu me disais, c'est des précommandes. La majorité, c'est le bouche-à-oreille qui sont venus, etc. Mais pour le client lambda qui va écouter ce podcast ou le voir et qui se dit, bah, j'aimerais bien goûter une bouteille, comment il fait? Où est-ce qu'il peut le goûter? Alors, on a la chance d'avoir des amis qui ont un restaurant avec qui on a fait plus ou moins notre école ensemble, à Estavayer-le-Lac, qui est la Gerbe d'Or. Et eux, ils nous ont fait confiance dès le début avec le petit verre d'eau. Et ils ont dit, ah, mais c'est super, alors on en prend. Et puis là, pour cette année, ils vont avoir quelques bouteilles de côté pour eux. Donc là, c'est là-bas où il faut aller, à Estavayer-le-Lac, à la Gerbe. Et puis, hormis ce lieu où tu peux le goûter, tu peux pas le commander par Internet, tu peux pas avoir un lieu où il peut être précommandé, j'ai envie de dire, comme le bouche à oreille. Alors oui, il peut être précommandé directement par nous, sur notre page Instagram qu'on a. Si on m'écrit, voilà, et puis qu'on veut du petit verre d'eau, alors je mettrai volontiers du millésime 2024 de côté pour les gens qui écoutent le podcast et qui en aimeraient. Oui, parce que je mettrai forcément le lien dans la description pour qu'ils puissent en commander. Dans le moment où on vit aujourd'hui, tu me disais que tu allais mettre en bouteille dans 2 mois le cépage 2023. Oui. Enfin, le cépage. Le millésime 23. Le millésime 23. Et comment ça se passe par rapport... Parce que moi, je suis totalement novice. Hein. Comment ça se passe? Parce que là, pour 2025, moi, j'arrive pas à me dire, mais pourquoi on met en bouteille que 2023? Et du coup, tu arrives à m'expliquer le process, finalement? Alors, là, comme c'est un vin élevé en fût de chêne, il lui faut un certain temps. Surtout, on travaille en fût neuf. Donc, si tu veux, il y a le fût, il va être chauffé à l'intérieur. Donc, si tu veux, le bois va être un peu brûlé. On peut dire ça comme ça. Ce qui va donner une certaine, j'aime pas ce terme, mais aromatisation différente, suivant si c'est plus ou moins chauffé. Et puis, ce temps-là, il y a différentes étapes quand le vin est en fût. Donc, on appelle ça une prise de bois. Donc, il va goûter très fort le bois au début. Puis, plus tu vas le laisser longtemps, plus ce bois va s'estomper. Il y a aussi un aspect d'oxygénation du vin. Aussi, pour moi, si je le mets en fût, c'est principalement pour la micro-oxygénation. Donc, l'oxygène qui passe à travers le bois, ou qui est même dans le bois, pour, si tu veux, faire vieillir le vin un peu plus rapidement. Et que sa buvabilité soit plus rapide. Et ça, c'est pour moi même l'objectif principal. Puis plus tu vas le laisser longtemps, plus tu vas le vieillir gentiment, et après, normalement, mieux il devrait se garder. Et ça, c'est pour ça que ça prend un petit peu de temps. Tu arriverais à le garder plus longtemps? Je pourrais le garder plus longtemps. Très clairement, ça peut être un axe de réflexion, de garder le vin plus longtemps en fût. Après, j'aime bien ce côté de ne pas faire des élevages trop longs, parce que ça permet de conserver un peu de fruit sur le vin, puis pas que son côté élevage. Donc si tu veux, tu conserves un petit peu aussi la typicité du cépage, pour moi en faisant des élevages un peu plus courts. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant, mais il y en a des qui font des élevages de 36 mois sur leur vin, donc ils le gardent 3 ans en barrique avant de le mettre en bouteille. Et quand tu gardes finalement ce vin, encore une fois, totalement novice, tu le sors, là par exemple pour ce millésime, je peux le garder combien de temps? Combien de temps on peut le garder? Ça, c'est une question à laquelle la réponse est difficile, parce que je pense qu'il faut le goûter au fur et à mesure des années que tu l'as en cave, et puis tout d'un coup, tu vas trouver la bonne année à laquelle le boire. Parce que tout d'un coup, ça peut être qu'il va être totalement oxydé, le vin, ou si tu l'as gardé trop longtemps,
tout d'un coup, il va être passé, va être plus intéressant à boire, ce qui peut arriver, hein, ou ce qui arrive forcément un jour. Et ça, c'est un petit peu de chance, je dirais, mais je pense que le petit verre d'eau, facilement, entre 5 et 10 ans, je pense il sera bien. Et même, là, on a encore quelques bouteilles pour nous à la maison qu'on garde. Et on va voir peut-être, j'espère une fois pouvoir garder une bouteille 20 ans et puis voir en 2042 comment est-ce qu'il sera. Ouais, comme ça te permet aussi de goûter puis de voir comment ton vin évolue. Euh, D'où vient le nom de ta cave finalement? Comment l'idée t'est venue? La cave du Décarré, c'est devenu de mon nom de famille avec mon papa. Du coup, comme on a toujours eu, avec la relation que j'ai avec mon papa, on a toujours fait plein de choses ensemble. Il m'a emmené voyager aux quatre coins de la Suisse pour aller chercher des achats Ricardo qu'il faisait. Et moi, j'étais toujours assez motivé et départ pour le faire. Et puis, ben, quand on a eu ce projet de faire, de racheter ce petit verre d'eau, ben, on a réfléchi au nom. Et puis, on était là, mais en fait, Dillier fois Dillier, ben, ça fait Dillier au carré. Et Dillier au carré, ça fonctionne pas très bien. Et puis, on s'est dit, mais Décarré, ça marche. Et puis après, on était là, ah ouais, bah du coup, ça fonctionne. Donc, allez, on garde ça. Et puis, moi, je trouvais ça assez drôle quand tu vas dans des caves où tu as le père et le fils qui travaillent ensemble. Bah, c'est toujours cave XYZ, père et fils. C'est juste, c'est vrai. Et puis là, avec mon papa, j'étais là, mais papa, tu vois, on a. Là, c'est pas toi qui m'entraînes dans la combine, mais c'est moi qui t'entraîne dans la combine. Donc, c'est pas père et fils, mais c'est fils et père. Et du coup, ben, dans notre logo, c'est un dé au carré, et puis fils et père. Parce que c'est le fils qui entraîne le père dans la combine, là. T'es toujours soutenu dans ce projet? Enfin, oui, parce que c'est fils et père. Mais ton papa, quand t'as décidé de changer d'axe et puis d'aller dans le vin, comment lui, il l'a pris? Meilleur fan. C'est vrai? Oui, non, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai des parents qui m'ont toujours extrêmement soutenu, qui m'ont aussi extrêmement inspiré, enfin mon frère aussi, et ils m'ont toujours soutenu. J'ai jamais eu, ils m'ont dit, ah, tu veux faire du vin, alors on fait du vin maintenant. J'aurais dit, je reste employé de commerce, ils m'auraient dit, mais si t'es heureux en faisant employé de commerce, mais reste employé de commerce. Donc, non, ils sont super heureux pour moi, et ça c'est génial. Mais puis maintenant, on déguste beaucoup ensemble, dès qu'on trouve des bouteilles, on les goûte. Enfin, c'est vraiment des moments. Maintenant, on a des vrais moments de partage avec mon papa, ma maman aussi. Hein, c'est la même chose. Où ben voilà, maintenant, c'est des échanges. C'est plus juste cette relation. Il doit me donner une éducation, mais c'est cette relation. Ben, tantôt, c'est mon pote. Tantôt, il m'énerve. Tantôt, c'est mon patron parce que voilà, c'est mon investisseur principal. Et du coup, on a une relation, une complexité dans la relation qui fait que c'est très simple parce qu'on peut échanger sur plein de sujets différents et puis ça fait qu'on a, je crois, beaucoup de plaisir à amener ça ensemble. Je suis passé assez vite dessus. J'aimerais juste revenir par rapport à si moi je deviens entrepreneur et je me mets dans le milieu du vin. On avait dit que vous aviez choisi la bouteille, vous aviez choisi l'étiquette, enfin le design, vous aviez produit X bouteilles, mais l'encaveur, celui qui va te mettre, enfin, comment tu fais? Tu t'associes à quelqu'un, tu collabores avec quelqu'un, comment ça se passe? Parce que moi, je suis, encore une fois, très novice là-dedans. Alors, on a la chance d'avoir des amis à Chamoison qui ont une cave. Et puis, c'est mon maître de stage que j'ai pas eu, mais qui est toujours mon maître de stage, comme ça, en rigolant. Il nous fait le vin. Donc, quand je peux pas être là au vendange, c'est lui qui le vinifie, pour l'instant. Et puis, c'est avec lui qu'on met en bouteille. Et puis après, tous les choix du fût, comme ça c'est mon choix. Et puis maintenant, comme j'ai la chance où je travaille de pouvoir emmener quelques fûts avec moi, alors cette année, en 2025, je vais pouvoir tout vinifier de A à Z moi-même. Mais c'est vrai que là, on a de la chance d'avoir des amis qui sont d'accord qu'on laisse un ou deux fûts chez eux. Tu te vois dans un avenir proche ou lointain faire des foires, des... Oui, oui, je pense que je me vois assez bien le faire. Parce que ma maman, elle a toujours fait des biscuits de Noël. Elle en fait une sacrée quantité, hein, entre 300 et 400 kilos par année, et qu'elle vend à un marché. Et du coup, bah, moi, chaque année, depuis bientôt
25 ans, je suis avec elle au marché pour vendre ses biscuits. Donc là, j'ai aussi pu développer un petit peu ces compétences de contact client, de mettre en avant le produit et tout. Et je pense que j'aurais non plus pas le choix de le faire, de faire des foires. Parce que c'est là où tu peux rencontrer les gens, c'est là que tu vas rencontrer les amateurs de vin pour se faire connaître, pour rentrer en expansion. Ça, je pense que c'est important, ouais. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de ne pas réussir à produire assez de vin pour la demande? Parce que je me mets à la place maintenant et je me dis, là, tu arrives à le vendre sans presque devoir faire de la publicité, parce que c'est le bouche à oreille, puis ça marche bien, et puis du coup, bah voilà, les gens apprécient la rareté du produit. Et le fait d'aller dans une foire va faire que tu auras une visibilité qui sera différente. Tu vas avoir plus de monde qui va vouloir goûter et acheter, mais tu devras refuser parce que ben, tu t'es pas encore agrandi. Et du coup, tu es limité par le nombre de bouteilles que tu peux produire par année. Donc, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Je pense que c'est autant l'un que l'autre. Je pense que dans tous les cas, c'est une chance de ne pas avoir de vin. Je pense que c'est quand même plus une chance de ne pas avoir de vin à vendre parce que il y en a assez qui galèrent pour vendre leur vin et puis qui se demandent comment est-ce qu'ils vont faire. Donc de ce point de vue-là, c'est un avantage. Mhm. L'inconvénient, c'est sûr que si on pouvait produire, je pense, peut-être 2 fois plus, on pourrait quand même trouver des acheteurs et du coup grandir plus vite. Donc c'est là l'inconvénient est dans l'expansion. Mais comme avec papa, on est plutôt dans l'optique de grandir gentiment, avoir des bases saines, faire les choses bien, et puis que ce soit jamais pas trop vite, mais qu'on prenne le temps de bien faire les choses finalement, je pense que c'est la bonne chose qui doit se passer. Tu me parlais tout à l'heure de chercher à faire du vin de qualité. Comment on fait du vin de qualité comparé à un vin qui ne serait pas de qualité? On fait on limite la production à la vigne, hein, parce que si je produis 2 kilos au mètre à la vigne ou 600 grammes comme on fait maintenant, ben voilà, tu auras moins de concentration, tu auras moins de sucre dans ton raisin, l'aromatique sera aussi plus diluée. Donc là, c'est pour moi une première étape. Et puis après, la date de vendange aussi, elle est super importante, hein, parce qu'au moment où tu vendanges, ben, dès que tu as coupé ta grappe de raisin, c'est fini, hein, tu vas. Et puis après, c'est la qualité que tu auras pour vinifier. Et puis, c'est après à la cave, être précautionneux, faire les choses comme il faut. Aussi, le moment où tu décides d'arrêter la macération, que tu décides de presser, ça, c'est un point aussi assez important. À combien tu presses? Parce que plus tu vas presser, ben, logiquement, plus tu vas extraire de jus. Donc, si tu presses avec du matériel, disons, qui peut presser à je sais pas, des pressions assez élevées, ben, tu vas extraire des choses que tu ne veux pas. Donc, tout ça, ce sont des étapes qui sont importantes. Et puis après, ben, finalement, le choix du fût, on est également pour le gage de qualité, pour quel type de vin tu souhaites, parce que les tonneliers ont chacun influencé d'une façon ou d'une autre sur le vin. Et si tu cherches des vins plus boisés, tu vas choisir ce tonnelier-là, des vins plus fins, plus ce tonnelier. Enfin voilà, c'est finalement peut-être toute la complexité du métier, c'est de réussir à faire des vins de qualité. Et je ne sais pas si finalement il y a une bonne recette ou si tu peux écrire tout sur un papier puis te dire avec ça tu vas faire du vin de qualité, mais il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Et puis après à la fin, bah, c'est jamais une garantie, hein, que ce sera bon, mais en tout cas il faut mettre toutes les cartes de son côté pour que ça fonctionne. Quand tu fais à chaque étape de différents tests pour réussir à trouver finalement ce qui te convient le mieux à toi et à ton cépage, tu goûtes à chaque fois. C'est-à-dire que tu peux, je m'imagine dans une cuisine, tu vois, tu as goûté, je mettrais plus de sel. Bah là, à chaque étape, tu peux régler plus ou moins pour avoir finalement le produit que pour toi, tu estimes être le produit de qualité. Oui, alors à la vigne, on va aller à la vigne quand les vendanges elles arrivent, quand le raisin il aura verré, donc ça veut dire, si tu vois, les grappes elles sont toutes vertes au début, puis après il vert, donc ça veut dire il va tourner au rouge, où il va prendre ses anthocyanes pour arriver à avoir la couleur du cépage. Et ben là, on va le laisser monter en sucre, et puis après, une fois la montée de sucre elle sera faite, ben gentiment on va aller regarder à combien est-ce que ça sonde, si tu veux. Donc on va aller mesurer la quantité de sucre qu'on a dans les baies. Parce que le sucre, c'est ce qui va nous permettre de faire fermenter le vin et du coup d'avoir de l'alcool. Et puis ça, c'est une des maturités qu'on a. Ensuite, on va goûter les baies de temps en temps, voir est-ce que l'aromatique est là, est-ce que c'est encore très acide, pas trop acide, les pépins.
comment est-ce qu'ils sont, est-ce que les pépins, ils ont maturé ou pas. Et puis toutes ces étapes-là vont nous permettre de mesurer est-ce qu'on peut le vendanger ou pas. Après, 2024, année compliquée, est-ce que c'est en train de pourrir ou pas? Parce que si ça commence à pourrir, là, ça c'est aussi bingo. Et puis ensuite, une fois que tu as amené ton raisin, au moins, tu sais ce que tu as rentré. Et puis après, c'est les étapes d'après qui vont te permettre de dire, ben voilà, là, on va le faire macérer. Donc, comment est-ce qu'on va le faire macérer? Tu peux soit remettre le jus directement sur ton chapeau de marc, donc c'est toutes les baies, les pellicules, ou bien tu peux enfoncer le chapeau de marc au fond. Tout ça va avoir amener à une différente extraction de tes pellicules, hein, parce que la couleur rouge du raisin, elle vient de la peau, hein, pas de la baie en elle-même. Donc tout ça va avoir une influence. Puis c'est vrai que plus tu goûtes, plus tu vas pouvoir dire, OK, là on fait plutôt un remontage, là on fait plutôt un pigeage ou un délestage. Enfin, c'est tous les termes un petit peu barbares et techniques, mais voilà, c'est tout ça que tu vas pouvoir influencer. Et puis après, au pressurage aussi. Quand tu pressures, quand tu arrives à une certaine pression, il faut goûter les jus qui sortent du pressoir, voir est-ce que c'est trop tannique, est-ce que ça devient végétal. Et puis si tout d'un coup tu sens que ça devient végétal ou que ça devient trop tannique et pas des tanins intéressants, tu arrêtes de presser et puis tu sors. Et là, je pense que toutes ces étapes-là permettent d'arriver à une bonne qualité. Et puis après, encore une fois, en fût, là tu continues à goûter et puis voir est-ce qu'il faudrait pas faire une petite correction ou le laisser peut-être un petit peu plus longtemps. C'est incroyable. Enfin, c'est un métier, c'est un domaine de fou. Enfin, moi, je trouve hyper intéressant. Les défis pour toi, pour ces prochaines années, ou même déjà cette année, c'est quoi tes défis? Mon défi, ça va être... je pense que le plus gros défi cette année, ça va être, d'un point de vue des carrés, hein, ça va être de réussir à faire un super petit verre d'eau que moi, je vais faire cette année, donc avec vraiment, cette fois, tout de A à Z. Et puis, le défi professionnel, ça va être de continuer à progresser dans l'entreprise où je travaille actuellement, et puis d'acquérir vraiment un maximum de connaissances, parce que je pense que ce métier du vin, tu n'as jamais fini d'apprendre, et puis tu dois toujours être attentif aux choses et ouvert à des nouvelles choses. Et puis, c'est pas en étant complètement fermé, en disant « Ah, mais il n'y a que ça qui fonctionne, ou je veux faire que comme ça », que tu vas réussir finalement à te développer ou à trouver d'autres choses, quoi. Là, vous aviez dans votre entourage des amis, des proches, etc., qui vous ont fait aussi connaître, qui ont mis aussi à disposition dans des restaurants ou autres. Est-ce que tu te vois toi aussi, moi je parle toujours de vente, mais est-ce que tu te vois toi aussi, finalement, une fois que ton vin prendra de l'ampleur, aller dans des restaurants au Valais ou autres pour proposer ton vin? Ça se fait pas? Comment ça se passe? Parce que là, c'était facile, c'est des amis ou des proches. Mais quand tu n'as pas d'amis ou de proches comme vous avez eu, quand tu te lances dans un vin, comment tu le fais connaître sans aller dans des foires ou autres? Est-ce que tu vas toquer, bonjour, j'ai un vin à proposer, comment ça se passe? C'est une bonne question, je me la pose aussi. Comme j'ai encore pas eu le besoin de le faire, alors bien sûr je réfléchis un petit peu à comment est-ce que je veux faire, mais voilà, c'est typiquement quand tu vas manger dans un restaurant, tu commences à discuter, et puis il faut aussi que le restaurant il attrait un petit peu du vin, hein, parce que si leur carte c'est que des Primitivo qui viennent d'Italie, puis que tu vois qu'il a acheté 9 francs la bouteille, tu te dis le petit verre d'eau ça va peut-être pas lui convenir, quoi. Mais c'est aller dans des tables où ils apprécient le vin, où ils ont des jolies cartes des vins, et puis dire voilà, moi je fais du petit verre d'eau, est-ce que... Enfin, dans l'échange finalement, et puis finalement je me dis ah ouais, tu fais du petit verre d'eau, ah bah une fois passe au restaurant, et puis fais-nous goûter. Et puis comme ça, gentiment, tu peux probablement rentrer, hein, et puis ça, je pense que c'est aussi... voilà, encore une fois, dans l'échange, je ne me vois pas arriver chez les gens avec... oh voilà, alors ça c'est mon vin, les rabais 7 ans, 7 ans. Je préfère avoir un échange avec les gens, et puis aussi me dire, voilà, ils ont du plaisir à avoir du vin. Et puis, en Valais, je pense que c'est difficile de pouvoir encore rentrer sur le marché valaisan, parce qu'il y en a tellement... et puis chaque restaurant travaille avec ses caves établies et tout, mais il y a tout un marché, typiquement sur, je pense, Fribourg, hein, les Fribourgeois, ils sont super parce qu'ils adorent, ils adorent le vin déjà, ils aiment les bons vins, et puis comme il n'y a pas trop de vignobles sur Fribourg, alors il y a le Vuilly, ils font des super choses, hein. J'ai des amis qui ont des caves là-bas, ils font des trucs incroyables, mais c'est très petit le Vuilly. Donc je pense que là-bas, il y a vraiment quelque chose à faire et puis à aller voir, et puis après encore, faut pas oublier nos amis suisses alémaniques, hein,
qui eux aussi aiment bien les bons vins. Et puis voilà, ça laisse une marge de progression qui est large. Et puis ça serait une belle musique d'avenir. Et on verra comment ça se développe. Maintenant, c'est encore une fois un step by step. Et puis après, on verra ce que ça donne. Avec quoi tu l'associes ton vin? Tu manges avec quoi ce vin? Ah, je rigole parce que mon meilleur pote ou un de mes meilleurs potes, il dirait une côte de bœuf. Il dirait, ça, ce serait ma réponse. La côte de bœuf, chaque fois qu'on boit du vin ou du bon vin, ben, il dit qu'est-ce qu'on mange? Moi, je réponds côte de bœuf. Comme ça, c'est une valeur sûre et c'est vraiment. Et c'est toujours c'est un peu running joke qu'on a ensemble, c'est côte de bœuf. Mais finalement, ça se marie vraiment bien avec parce que c'est un vin qui est puissant, qui est tannique. Du poisson, c'est pas l'idéal parce que le poisson, c'est beaucoup trop fin. Hein. Mais c'est vrai qu'une bonne pièce de viande, c'est top, quoi. On pourra l'associer du moment qu'on pourra se le permettre d'avoir cette bouteille, parce que finalement, c'est une denrée rare, donc on va devoir se battre pour l'avoir. Mais plus vite les gens écrivent, plus vite les gens demandent, on n'a pas de liste où on favorise les gens. Si les gens nous disent j'en veux, on dit ouais, ok, il y a une bouteille, on te met quelques bouteilles de côté si tu veux, et ça on fait. On veut pas faire quelque chose d'élitiste et de dire ah, comme toi t'as commandé depuis 50 ans, t'auras de toute façon ton petit verre d'eau. Non, si tu m'as écrit et puis que t'en veux, comme pour l'instant, ben voilà, on veut pas non plus créer comme certains pourraient le faire, et à raison, hein, de faire sur quota ou allocation. Moi, c'est vraiment tous ceux qui en veulent. Ben, Premier arrivé, premier servi. Venez découvrir. Exactement. Après, si les gens ils veulent aussi faire une petite introduction au vin ou découvrir et puis avoir tous les aspects techniques, on a aussi avec un pote monté un projet de dégustation qui s'appelle Histoire d'un verre sur Instagram. Ça aussi, vous pouvez retrouver. Et puis là, si vous voulez découvrir le vin, on se fera un plaisir de vous expliquer pendant environ 2 heures à 3 heures de temps comment est-ce qu'on fait du vin et puis comment est-ce qu'on peut influencer. Bah, du coup, ça, c'est hyper intéressant. Je fais une petite parenthèse. Du coup, c'est que même pour les entreprises ou pour des sorties de team en entreprise, c'est quelque chose que tu pourrais faire. Alors. Clairement, on fait ça avec plaisir. Et puis ça, c'est aussi... là, on peut partager vraiment toute la passion du vin, échanger sur des petits producteurs, faire découvrir finalement toute la diversité des vins suisses parce qu'elle est tellement large et les gens s'en rendent pas compte, je pense. Parce que les gens, quand ils aiment bien le vin, ils vont te parler de la Bourgogne, Bordeaux, les vins d'Italie et tout. Et puis après, tu te dis, mais en Suisse, on a aussi quelque chose. Et ces vins-là, on doit les mettre en valeur. Typiquement à Genève, les gens sont là, ouais, alors, j'ai quand même grandi à Fribourg, donc j'ai dû me faire un petit peu violence pour aller jusqu'à Genève. Mais c'est des gens incroyables et ils ont des vins mais fabuleux. Ils font des choses mais tellement folles. Enfin, je vois où j'ai travaillé la cave de Genève, qui est la cave coopérative, donc plutôt une grosse structure. Il s'applique à faire tellement de qualité que tu te dis, mais c'est fou, et les vins sont bons, et ça vaut la peine de découvrir ça. Et j'encourage vraiment les gens s'ils aiment le vin, à découvrir, à aller chez le petit producteur, et surtout, et principalement en Suisse. Ouais. Je trouve bien que tu aies envie de faire du vin de qualité, mais qu'en plus, tu aies envie de montrer aux gens qu'on fait du vin de qualité, hormis le tien, en Suisse. Et ça, c'est quand même moi, je trouve ça top, parce que franchement, les gens... Et moi, le premier, je ne connais pas du tout ce qui se fait en Suisse. Je connais ce que je peux goûter à gauche et à droite, mais je pense que je dois connaître le 10% de ce qui se fait réellement en Suisse. Et le fait d'avoir des gens passionnés qui te mettent en avant et qui te font connaître, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je trouve que c'est important parce que, tu vois, je veux dire, si tout le monde y gagne à faire découvrir les vins suisses, si tu restes dans ton petit coin, à mon avis, à dire « Ah, il n'y a que mes vins qui sont bons », ben, finalement, que d'autres puissent rayonner, bah finalement, un jour ou l'autre, les gens vont aussi atterrir chez toi. Et ça, c'est la chance qu'il y a avec des gros producteurs, des noms très connus. Hein. Tu prends Marie-Thérèse Chapa en Valais, tu prends Daniel Gontenbein dans les Grisons, Tata Chior à Neuchâtel, ou Maison Carrée encore, ou à Genève, domaine de la Comtesse Hildegarde, Stéphane Gros, par exemple, hein, pour ne citer que, c'est tous les gens qui tirent la qualité vers le haut et qui font que les vins suisses peuvent quand même rayonner. Et ça, je trouve bien, et ça doit continuer comme ça, parce qu'en Suisse, on a des bons vins. Et puis, ça amène de la diversité, parce que forcément, on connaît les vins italiens, espagnols, français, parce que c'est les gens qui boivent du vin ont forcément goûté un jour ou l'autre ces vins. Mais en Suisse, malgré le fait que aussi en Suisse, il y ait des top leaders qu'on connaisse, il y a aussi de la diversité dans ces vins-là et on ne connaît pas du tout.
Et je trouve, encore une fois, hyper intéressant qu'on puisse goûter d'autres choses, finalement, d'excellente qualité et qu'on ne connaît pas. Donc, je trouve... Il y avait une question, parce que du coup, on part sur autre chose, parce que je te remercie, mais du coup, ça a alimenté autre chose. C'est que par rapport à vous qui faites ces présentations ou ces sorties un peu team building, etc., vous pouvez accueillir combien de personnes en même temps? Nous, en fait, on n'accueille pas, mais on se déplace. Donc, on va chez les gens qui veulent le faire, on va dans leur salon, on prend leur télé, Excellent. on branche notre ordi. Puis c'est aussi cet aspect de dire, on se déplace, comme ça les gens sont chez eux. Après, souvent, ils gardent les bouteilles, après ils font souvent des monstres apéros. Donc c'est cet aspect aussi de, s'ils doivent se déplacer à un endroit, tout le monde prend la voiture, donc ça on trouve un peu dangereux. Donc on préfère nous se déplacer, comme ça ils sont dans un endroit sympathique, ils font un peu des bonnes soirées ensemble. Enfin, c'est des groupes d'amis qui font ça. Et c'est vraiment c'est un moment de partage, quoi. Et c'est ça que j'aime dans le vin, c'est que c'est pas juste un produit comme tu pourrais vendre des sandwichs, par exemple. Mais c'est vraiment quelque chose qui nécessite du partage, un peu de... Ouais, et puis encore une fois, de curiosité. Ça, c'est Comme ça, vous profitez puis vous buvez les vins avec eux. Alors, moi, je fais très attention à ça, hein, parce que l'alcool, ça peut être assez vite un problème, hein, dans ce milieu-là. Donc, moi, j'essaye, hein, de boire un verre déjà. Seulement quand j'en ai envie, ça c'est la première règle, et puis pas en semaine. Et du coup, si on fait ça un peu en semaine ou comme ça, voilà. Et puis après, les gens aiment aussi être un peu entre eux. Donc, une fois qu'on a fait la dégustation, qu'on a terminé toute l'histoire du vin, on part gentiment et puis on les laisse entre eux. Du coup, tu amènes plusieurs vins à déguster? Oui, en général, on déguste entre une dizaine de vins, quand même, parce qu'on a une partie histoire du vin. Donc, comment est-ce que ça... Enfin, quelle est l'histoire du vin? Comment est-ce que ça est arrivé ici? Comment est-ce qu'on fait du vin? Et puis finalement, on déguste pour qu'il y ait l'aspect théorique et pratique des produits. Combien de gens en même temps tu t'es retrouvé chez quelqu'un à faire ce genre de dégustation et de présentation? En général, c'est des groupes de 10 en général. Parce que s'il y a plus, il y a plus. Mais je trouve que c'est une bonne taille pour avoir un échange avec les gens, pour pouvoir discuter de tout ça. Et ça, c'est 10, c'est la bonne taille. Après, s'il y a plus, on fait volontiers aussi. Tu t'adaptes. Mais c'est vrai que 10, c'est bien. Après, on le fait en allemand aussi. Ça, c'était incroyable. Je l'ai fait une fois en allemand. C'était un peu technique, mais ça se fait aussi. Ouais, c'est bien parce que tu ouvres un panel quand même passablement de gens. Et du coup, c'est encore plus intéressant parce que tu fais découvrir vraiment ailleurs que dans le canton de Vaud et dans le canton de Valais, donc la partie francophone. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. C'est vraiment génial. Et voilà, le vin est tellement large que tu pourrais discuter, je pense, une journée complète du vin et que tu finirais jamais. Après, il y a toutes sortes, différentes choses, différentes façons de faire du vin. Hein. On aurait pu parler des méthodes de culture, de biodynamie, de bio, de conventionnel, de vin nature, de vin conventionnel, du coup. Tout ça, puis chaque thème, tu peux le développer pendant un certain nombre de temps. En tout cas, moi, ça m'intéresse, je te dis déjà. Certainement que tu t'entendras parler de moi. Mais je mettrai également le lien dans la description pour ceux qui voudront, bien sûr, pouvoir profiter de cette expérience. En tout cas, merci beaucoup d'être venu pour cette interview. Merci à toi, c'était vraiment sympa et beaucoup de plaisir. Je te souhaite aussi beaucoup de succès à toi. Hein. Je trouve ça génial que tu prennes du temps pour faire ça et puis que tu as aussi l'air hyper passionné par tout cet aspect vidéaste, comme on discutait avant, sur le montage, comment est-ce qu'on fait ça. Et je trouve ça vraiment génial que de prendre ça. C'est aussi des challenges hyper intéressants et je peux te souhaiter aussi plein de succès. Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai la chance de pouvoir choisir qui c'est que je veux interviewer. Et que si je demande aux gens de venir, c'est vraiment que ça m'intéresse profondément à ce qu'ils font. Et du coup, je pose des questions d'intéressés par rapport à votre passion, parce que finalement, ça devient une passion. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Yeah, felonious monk. Let's go.